Bonjour à tous. Oui, pour cet après-midi, nous allons avoir une session consacrée à l'impact en fait du changement de réglementation, donc le fameux passage en fait au 100% bio pour l'alimentation des élevages biologiques. Donc l'impact de cette réglementation finalement sur l'utilisation de voilà de deux cultures que sont donc les protéagineux, notamment pois et féveroles, et puis aussi le soja. Donc, pour un petit peu nous resituer finalement quel est le contexte de ce passage au 100% bio, ce que ça implique au niveau réglementaire et quelles sont les perspectives à ce jour. Donc, c'est Antoine Roinsard de l'ITAB qui va voilà, vous faire une présentation pour resituer tout ça. Pour ma part, je vais me faire le porte-parole dans la deuxième présentation pour voilà, vous en dire un petit peu plus sur ce que les acteurs de la filière pensent de l'avenir des protéagineux dans les assolements, dans la production, dans les utilisations. Voilà, qu'est-ce qu'on peut envisager pour demain? Quels sont les leviers qu'on peut actionner? Et enfin, ma collègue, en effet, que j'excuse, a préparé une présentation concernant la production du soja biologique à l'échelle France. Finalement, aujourd'hui, où est-ce que c'est produit? Est-ce qu'on peut envisager d'étendre la production, on va dire, et sous quelles conditions et avec quels leviers? Donc, je vais la remplacer au pied levé. Donc, je m'excuse par avance de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais voilà, on va essayer de faire le maximum. Et écoutez, sans transition, je vais donner la parole à Antoine Rassard pour la première présentation. Bonjour à tous, donc je me présente Antoine Roinsard et je m'occupe des dossiers porc et volaille à l'ITAB et en particulier ceux qui concernent l'alimentation animale. Et donc là, l'objectif, c'est de vous faire une introduction sur le contexte du passage au 100% bio et notamment les impacts sur les utilisations de matières premières. Donc le passage au 100% bio, hein, ça a été plusieurs fois décalé depuis 2010, et donc là, ça va être effectif à partir du 1er janvier 2022. Donc voilà, l'année prochaine, sauf il y a une dérogation dans le nouveau règlement qui concerne les jeunes animaux, pour lesquels le 100% bio sera à partir du 31 décembre 2026. Donc pour les porcins, ça concerne les porcs qui font moins de 35 kg, donc ce qui correspond à un aliment deuxième âge. Et pour les jeunes volailles, la définition de jeune volaille en fait doit être discutée au sein de chaque État membre. Et en France, c'est encore en discussion. La principale proposition serait de considérer comme jeune volaille un animal qui n'est pas arrivé à maturité sexuelle, ce qui concernerait donc, si cette définition est retenue, les poulettes qui servent ensuite à faire des poules pondeuses et les poulets de chair. Il y a une légère augmentation du lien au sol qui passe de 20 à 30%, avec toujours une définition de région qui revient à chaque pays, donc un lien au sol de 30%. Voilà. Et donc la principale problématique, c'est comment faire des aliments 100% bio en limitant un recours massif au tourteau de soja, qui est la solution un petit peu naturelle pour réussir des aliments en 100% bio. Voilà. Donc le principal challenge, quand on veut se passer des matières premières conventionnelles, donc les 5% qui sont autorisés actuellement, le principal challenge, c'est d'équilibrer les formules alimentaires dans les deux principaux acides aminés limitants en porc et en volaille, que sont la lysine et la méthionine. Donc l'idée, c'est d'en apporter suffisamment dans les aliments, tout en maîtrisant la teneur en protéines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus mettre trop de protéines dans les aliments sous risque de problèmes sanitaires et de fuite dans l'environnement, et aussi tout en maintenant les performances technico-économiques dans la mesure du possible. Voilà. Et donc actuellement, pour équilibrer ces aliments en 95% bio, les principales matières premières conventionnelles utilisées sont du gluten de maïs et du concentré protéique de pommes de terre, donc des produits sur lesquels je vais revenir, mais qui ont des teneurs en protéines très très élevées, ce qui permet, en apportant des faibles pourcentages dans l'aliment, d'apporter beaucoup de nos acides aminés, lysine et méthionine, qui sont donc les facteurs limitants. Donc ça, c'est un graphique qui reprend les principales matières premières utilisables actuellement, donc des sources de protéines qui apportent de la lysine et de la méthionine. Donc en vert, on aura à chaque fois le pois bio, la févrole bio, tourteau de tournesol, tourteau de soja. En orange, levure de brasserie et farine de poisson. Donc les farines de poisson ne sont pas utilisées en France, mais sont autorisées dans le règlement bio.
Et donc ensuite, en bleu, nos deux matières premières conventionnelles, concentré protéique de pommes de terre et gluten de maïs, actuellement utilisés pour équilibrer les aliments. Voilà, et donc si on prend la teneur en lysine, on voit que le concentré protéique de pommes de terre est très très loin devant les autres matières premières bio que l'on peut utiliser. Et concernant la méthionine, c'est la même chose, concentré protéique de pommes de terre et gluten de maïs, on voit qu'on est beaucoup plus élevé que nos matières premières bio en vert ici. Et c'est donc pour ça que si on s'en passe, on a des difficultés à apporter suffisamment de lysine et de méthionine dans l'alimentation des porcs et des volailles. Voilà, donc avec le 100% bio, voici les principales matières premières disponibles en grande quantité que l'on pourra utiliser. Donc ici, on a positionné les protéagineux, donc pour un apport intéressant en lysine et très faible en méthionine. Et donc pour le coup, en 100% bio, notre principale source à la fois de lysine et de méthionine, c'est le tourteau de soja. Et pour la méthionine, le tourteau de tournesol aussi est plutôt riche et donc peut aider aussi à la formulation des aliments. Donc voilà un petit peu les explications techniques qui montrent pourquoi le soja en 100% bio est une matière première très importante, pour ne pas dire incontournable. Donc le soja, c'est la référence pour répondre aux besoins des animaux en 100% bio. Et donc il y avait eu dans des travaux précédents des calculs qui avaient été faits, une enquête COP de France sur les utilisations de matières premières si les fabricants d'aliments passaient au 100% bio, et une étude analysée par le Céréopa avec un outil de simulation. La question c'était, si demain on passe à une alimentation 100% bio pour tous les animaux, pour tous les monogastriques bio, pardon, quel serait l'impact sur le bilan matières premières? Et en quantité d'utilisation de tourteaux de soja, dans les deux études, on augmentait de 40 à 50% le besoin en tourteaux de soja à l'échelle de la ferme France. Donc, une augmentation de l'utilisation du tourteau de soja avec le 100% bio et une baisse attendue des protéagineux, sachant que ça va être très différent selon les filières de production. On peut estimer qu'en ruminant et en porc, en ruminant, ils ne sont pas concernés par le 100% bio, donc de facto, ça ne change rien. En porc, l'impact ne sera pas très élevé parce qu'on peut utiliser pas mal de protéagineux. En revanche, en poulet, pour faire des aliments 100% bio, il y aura une forte baisse d'utilisation des protéagineux. On pourra éventuellement maintenir dans les aliments finition, voire croissance quand les animaux sont plus âgés. Et pour les poules pondeuses, pour le coup, ce sera très difficile de maintenir des protéagineux. Donc du coup, voilà, c'est soit une forte baisse, soit il n'y en aura plus dans les aliments. Après, ça, c'est selon des stratégies de fabricants d'aliments. Et donc le fait que les volailles, on va avoir plus de difficultés à valoriser des protéagineux en 100% bio, ça va impacter largement la filière dans la mesure où, quand on prend le marché de l'alimentation animale, 76% des volumes sont destinés à l'alimentation des volailles. Et donc 54%, si on prend le total, des aliments du commerce bio sont à destination des poules pondeuses qui passent au 100% bio dès l'année prochaine. Donc il y a un impact assez immédiat sur le marché des matières premières à attendre dès l'année prochaine. Et en particulier sur la valorisation des protéagineux dans l'alimentation des poules pondeuses. Alors, pourquoi on anticipe une baisse d'utilisation des protéagineux? Alors, en particulier pour l'alimentation des poules pondeuses, quand on formule un aliment, l'optimum technico-économique en 100% bio, il est difficile à atteindre avec des protéagineux. On va avoir plutôt tendance à mettre du soja et du tournesol pour équilibrer les aliments et aussi pour des questions de coût. Parce que les protéagineux ont un coût qui fait que ce n'est pas toujours facile de les rentrer dans les aliments par rapport à leur intérêt technique. Donc on peut en mettre évidemment, mais il faut les forcer. C'est-à-dire qu'on peut imposer dans les aliments de mettre 1, 2 ou 3% par exemple de protéagineux dans les aliments pondeuses, mais ce n'est pas l'optimum technico-économique dans la plupart des cas. Un autre élément, c'est qu'il y a des contraintes techniques en volaille qui limitent leur incorporation. Si on prend la févrole par exemple en poule pondeuse, due à une teneur élevée en lysine-convicine, quoi qu'il arrive, on évite d'en mettre plus de 7% de toute façon pour ne pas avoir une baisse de performance. Donc il y a aussi des contraintes techniques qu'on va avoir sur les protéagineux que l'on n'a pas du tout sur le soja et le tournesol dans une moindre mesure. Et donc, en particulier concernant l'équilibre en acides aminés des protéagineux, je vous ai montré les graphiques tout à l'heure, on a besoin de soja et de tournesol pour équilibrer les aliments en lysine et méthionine. Pour vous donner un ordre d'idée, dans des aliments pour porcins, on peut combiner le poids et la févrole entre 20 et 30%.
quel que soit le stade des animaux, sachant qu'on peut en mettre plus facilement dans des fruits en gestation ou pour des porcs en engraissement. Les protéagineux restent bien valorisables en vache laitière, en particulier quand c'est toasté, pour être utilisé en tant que correcteur azoté, même si ça reste inférieur aux principaux tourteaux d'oléagineux, il y a quand même un vrai intérêt. Et donc en volaille, comme je vous le disais, c'est plus difficile. Donc c'est utilisable en poulet croissance et finition. Donc finition, on peut éventuellement être sur des fourchettes de l'ordre de 10-20% maximum, hein, grand maximum pour le poids. Et pour la poule pondeuse, hein, en 100% bio, c'est difficile de les conserver dans les formulations alimentaires. Et donc FAN, excusez-moi, c'est facteur antinutritionnel. Donc c'est des molécules qui sont synthétisées par les plantes pour se défendre en fait. Et donc ça va par exemple être les tanins que l'on retrouve dans la coque des févroles colorés, les facteurs antitrypsiques du soja et dans une bonne mesure du pois, ou aussi la lysine condicine dans la graine de févrole. Alors du coup, en passant au 100% bio, quelles sont les principales matières premières qu'on va pouvoir utiliser? Donc évidemment, la première, c'est le tourteau de soja, qui est déjà bien présent dans les aliments et qui est une matière première de haute qualité pour les porcs et les volailles, avec un équilibre en acides aminés qui est pas optimal, mais qui est le moins pire, on va dire, avec les matières premières biologiques. Donc le tourteau de tournesol, qui est intéressant notamment pour sa teneur élevée en méthionine et assez basse en lysine, donc ce qui permet de corriger les aliments en amenant beaucoup de méthionine et pas trop de lysine. Et donc c'est encore plus intéressant quand c'est décortiqué avec une extraction de l'huile la mieux réalisée possible, donc notamment les tourteaux iPro qui permettent d'être sur des produits à plus de 30% de protéines. Donc le tourteau de colza peut être intéressant aussi en tourteau secondaire, mais il y a une disponibilité qui est faible due à des contraintes agronomiques fortes pour la production de colza en agriculture biologique. Et enfin, en autre matière première, entre guillemets, secondaire aussi, donc il y a le tourteau de sésame qui est très intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais qui est basé à 100% sur des importations d'Afrique et qui est disponible grâce uniquement au marché de l'huile humaine alimentaire. Le tourteau de lin qui peut être intéressant pour la teneur en oméga 3, oméga 6 des produits animaux, mais qui techniquement n'est pas le tourteau le plus intéressant. Et il y a aussi le concentré protéique de luzerne qui a été étudié toute une période, qui est une matière première intéressante en matière première secondaire, mais dont les volumes de production sont faibles à l'heure actuelle. Donc une question qu'on peut se poser aussi, c'est quid d'une filière amidon bio de maïs, que je vous ai montré tout à l'heure que les principales matières premières conventionnelles sont du gluten de maïs et du concentré protéique de pommes de terre, donc tous les deux des coproduits d'amidonnerie. Donc effectivement, des questions se posent, s'il y a des développements de filières d'amidon bio, est-ce qu'il y a des coproduits biologiques qui pourraient être utilisés pour l'alimentation animale? Il y a des fabricants en Autriche, des fabricants en Autriche qui, par exemple, fournissent du gluten de maïs, bio, oui, en faible quantité. Il y a aussi la problématique de quantité de maïs nécessaire pour alimenter cette filière, sachant que le maïs étant pauvre en protéines, une extraction de la protéine du maïs, ça a forcément un rendement très faible, donc ce qui nécessite beaucoup de maïs mis en œuvre pour des volumes limités, mais ça fait partie de la diversité des possibles. De toute façon, il n'y a pas qu'une solution, ce sera une combinaison de différentes matières premières qui pourront être disponibles pour l'alimentation 100% bio. Afin de vous illustrer un petit peu à quoi ressemble, et notamment l'impact sur les protéagineux d'un aliment 100% bio, je vous donne l'exemple d'un essai qui a été réalisé dans le cadre d'un CASDAR qui s'est terminé en 2019 et qui était piloté par l'ITAB. Donc c'est un essai mené par l'ITAVI sur la station INRA PEAT, donc en région centre. Donc l'objectif de l'essai, c'était de maximiser les performances techniques avec un aliment 100% bio en acceptant un surcoût. L'objectif, c'était d'avoir des poules pondeuses qui maximisent leur production d'œufs et en acceptant un surcoût de l'aliment pour voir ce que ça donne. Parce qu'effectivement, au vu de la production d'œufs, le plus probable est d'essayer de maintenir les performances techniques avec un aliment 100% bio. Voilà, donc il y a eu deux phases d'aliments, donc ce qu'on appelle un aliment début de ponte. Là, vous avez les matières premières, donc les céréales sèches classiques, maïs, du son, les matières premières conventionnelles, gluten de maïs, protéines de pommes de terre, le protéagineux qui ici est de la févrole, et nos deux principaux tourteaux, donc tourteau de soja et tourteau de tournesol. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu
les différences de profil de formule alimentaire en 95 ou en 100% bio. Donc, par exemple, on voit la gluten de maïs et protéines de pommes de terre, ils sont mis à 2,5 à 1,7% dans l'aliment. Donc, la févrole, on n'en a pas ici dans l'aliment en début de ponte. Le tourteau de soja, on passe de 15,3 à 18,3 en 100% bio. Et le tourteau de tournesol, donc il y en avait très peu dans l'aliment initial, 2,5, on passe à 15%, donc ce qui est le plafond du tourteau de tournesol. Donc dans notre cas, là, comme on partait d'un aliment 95% bio avec une faible teneur en tourteau de tournesol, du coup, il y a une augmentation qui est forte. Voilà, donc un surcoût alimentaire. Je vois que j'ai déjà pris trop de temps, donc j'avance. Et donc, du coup, pour l'aliment milieu de ponte, donc en 95% bio, on a 8% de févrole et on passe à 2,5 en 100% bio. Le soja, on passe de 8,5 à 14,5 et le tournesol de 3,9 à 11,4. Voilà, donc cet exemple permet d'illustrer en fait que voilà, on switch de matières premières conventionnelles et un petit peu de protéagineux à beaucoup moins de protéagineux et une augmentation très significative du recours au tourteau de soja et tourteau de tournesol dans notre cas. Donc, si on fait le bilan de cet essai d'un point de vue de production, on a eu la même quantité d'œufs qui a été produite par les poules. L'indice de consommation, donc les poules consommaient plus d'aliments pour la même quantité d'œufs produites. Donc, elles ont consommé plus d'aliments. Et si on fait un bilan matières premières entre les formules alimentaires, donc le soja, on en a utilisé plus 40%. Le tournesol, bon, c'est un gros chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose, plus 300%, mais vous avez vu qu'on partait de plus bas. Et si on avait déjà plus de tournesol dans l'aliment 95% bio, il y aurait plus de soja en parallèle. Et donc dans notre cas, la févrole, on baissait de 64%, donc en passant de 8 à 2,5%. Et donc tout ça pour un surcoût de 6,4% par kilo d'œuf, ce qui est très significatif, le coût alimentaire représentant 80% du coût de production. Voilà, donc ça, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu, quand on fait un élément 100% bio, qu'est-ce que ça donne en termes de matières premières, et expliquer pourquoi voilà, les protéagineux, voilà, ça risque d'être compliqué de les utiliser. Donc, quelques idées pour améliorer la valeur des protéagineux. Donc, pour mieux les utiliser dans les aliments, il faudrait augmenter leur valeur nutritionnelle. Donc, il y a un petit peu deux pistes. La première, c'est au niveau de la graine. Donc, via la sélection variétale et l'optimisation des itinéraires techniques. Donc, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions là-dessus sur le chat. Donc, notamment augmentation de la teneur globale en protéines et un point important, l'équilibre en acides aminés. Donc, ce qui n'est pas simple parce que c'est des analyses qui coûtent très cher, donc à mettre en place en routine à l'échelle sélection, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Et aussi limitation de la teneur en facteurs antinutritionnels, dans une moindre mesure, hein, tanin, évicine, convicine. Un autre levier que la sélection, c'est l'utilisation de process de transformation. Donc on peut imaginer du fractionnement, donc du fractionnement de la graine, donc ce qui revient à faire du concentré protéique, du décortiquage, notamment pour la févrole, ça permet d'enlever les tanins et une partie de la cellulose, extrusion, toastage, donc là plutôt à destination des ruminants. Et tout ça, donc c'est théoriquement possible, mais quid de leur coût, hein, parce qu'il y a des investissements spécifiques à mettre en œuvre et des coûts à la tonne à ne pas dépasser pour qu'il y ait pour que la matière première garde un intérêt technico-économique. Donc sélection variétale, donc diminuer les facteurs antinutritionnels, hein, donc il y a déjà pas mal d'offres hein, là-dessus. Alors après, être vigilant aussi hein, dans des essais qui avaient été réalisés dans le cadre du projet Protéabio, on avait pu constater qu'en culture pure, en tout cas, certaines variétés avec des faibles teneurs en facteurs antinutritionnels avaient plus de variabilité de rendement. Donc attention aussi à l'impact agronomique de l'utilisation de variétés spécifiques. Et un autre point, c'est la composition de la protéine. Donc la teneur, l'équilibre en acides aminés n'est pas un critère de sélection. Donc là, je vous ai repris un travail réalisé par des Danois, donc Paul Sénéal 2010, où en fait, là, on avait la teneur en méthionine de différentes variétés de lupin, pois et févrole. Et en fait, on voit qu'il y a une variabilité qui est très importante intra-espèces, donc entre les variétés. Donc, ça peut laisser à penser qu'il y a sans doute des marges de manœuvre pour sélectionner donc des variétés qui ont une teneur en acides aminés qui nous intéresse nous plus pour l'alimentation animale. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais clôturer en 2 minutes histoire de laisser un petit créneau pour les échanges? Je te remercie. Ouais, ok, très bien. Donc 2 diapos sur les procédés techno. Donc le toastage qui a un intérêt fort en vache laitière
mais qui est de mon point de vue plus limité en porc et volaille parce qu'il y a peu d'impact sur les facteurs antinutritionnels, sauf les facteurs antitrypsiques pour le poids, mais c'est le problème entre guillemets déjà réglé par la sélection. Donc le décortiquage qui permet de supprimer les tanins dans la févrole et qui diminue la teneur en cellulose et ce qui améliore donc la digestibilité de la matière première. Là c'est un petit tableau qui montrait que les protéagineux bio étaient légèrement plus, avaient une teneur en cellulose brute légèrement plus élevée que les produits conventionnels, donc 10,2 par exemple contre 9 pour la févrole. Et un autre élément qui pour moi est le plus intéressant, c'est de réaliser du concentré protéique à partir des protéagineux. Donc ça nécessite des investissements très conséquents. Il y a aussi un équilibre à trouver entre la concentration en protéines, parce que plus le produit sera concentré en protéines, plus ça coûtera cher. Donc il faut qu'il y ait une valorisation technique derrière suffisante pour justifier ce coût technologique. Pour vous donner un ordre d'idée, je reprends le même graphique que tout à l'heure. En violet, j'ai pris une valeur de concentré protéique de poids, donc c'est en conventionnel, hein, à 78% de protéines, donc c'est quelque chose de, voilà, c'est très très raffiné, on va dire. Donc c'est très coûteux, mais c'est juste théorique, voilà, pour vous montrer qu'on peut avoir des teneurs en acides aminés sur un produit très processé qui sont comparables, voire supérieurs au soja, en tout cas là, pour la lysine, pour le poids. Voilà, donc en conclusion, le passage au 100% bio rend plus difficile la valorisation des protéagineux pour des questions techniques et économiques. Il y a un risque important de baisse d'utilisation chez les fabricants d'aliments. Et donc enfin, hein, il reste indispensable dans les rotations. C'est une matière première qui est disponible, donc il y a un enjeu fort à mieux les valoriser. Et donc ça va être le sujet de l'intervention d'après notamment, donc que ce soit à l'échelle des filières, sur la réallocation des protéagineux entre ruminants, porc, volaille, etc. Et puis aussi des aspects de process techno, différents d'autres débouchés, etc. Voilà, donc du coup, j'arrête ici et je vais prendre les questions. Merci beaucoup pour ton intervention. Je sais que ce n'était pas évident de tenir le timing. Je vais me tourner vers les modérateurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Effectivement, beaucoup de questions. Alors, je vais poser une question avec deux items quand même. Il y a beaucoup de questions sur la substitution des protéagineux comme source protéique, avec deux voies qui sont régulièrement postées sur le chat, à savoir les protéines issues d'élevage d'insectes, et puis deuxième voie, l'introduction de luzerne. Alors, soit en verre dans les parcours, soit en luzerne déshydratée, soit en concentré de luzerne, et des choses comme ça. Est-ce que c'est une voie qui est envisageable? Alors, c'est deux sujets qui ont été travaillés. Donc, les larves d'insectes, il y a des startups qui proposent des produits, donc des larves d'insectes déshydratées qui sont très qualitatives pour la nutrition animale. Le souci est qu'à ce stade, il n'y a pas de cadre réglementaire à l'échelle européenne qui permet de les utiliser. Donc ça évolue, il y a des discussions en cours. Donc j'imagine qu'à terme, ce sera possible de les utiliser. Après, avoir le statut, parce que si c'est des protéines animales, il faudra des usines d'aliments spécialisées en monogastrique pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, donc là on est... Il y a des connaissances techniques et scientifiques sur le sujet. Après, là, c'est la réglementation qui doit prendre le relais pour l'autoriser. Voilà. Et ensuite, concernant la luzerne, donc la luzerne déshydratée, on est sur un produit qui n'est pas du tout en mesure de concurrencer du soja ou du tournesol pour des questions de valeur nutritionnelle, en particulier des apports qui vont être assez faibles en lysine et méthionine. Ça peut être intéressant en pondeuse pour la couleur de l'œuf et rajouter un petit peu de fibre pour diluer un petit peu en énergie l'aliment si besoin. Mais on n'est pas sur un produit, ce que j'appelle, on n'est pas sur un produit qui est très concentré en protéines. Donc la luzerne fraîche sur les parcours, effectivement, ça peut être un appui pour éventuellement diminuer un petit peu la quantité d'aliments consommés, mais ça reste difficile à prendre en compte dans le cadre d'une formulation alimentaire où on veut sécuriser la production. Et donc après, la réglementation, le concentré protéique de luzerne, donc c'est un produit qui est intéressant, qui est connu, qui est caractérisé, donc qui a une digestibilité qui est correcte et une teneur en lysine et méthionine aussi, donc qui peut être intéressante en diversification. Après là, c'est plus le souci de la production à grande échelle de ce produit-là et aussi le rendement, parce qu'en fait, c'est fabriqué à partir du coagulat de protéines dans le jus de pressage de la luzerne. Donc, c'est-à-dire que pour une mise en œuvre de 50 à 60 tonnes de luzerne fraîche, on va récupérer une tonne environ de concentré protéique.
Merci pour ta réponse. Une autre question peut-être? Il nous reste une petite minute. Alors, est-ce qu'il y a une différence de qualité entre les sojas produits en France et qui pourraient être qui sont triturés et des tourteaux de soja importés en termes de qualité? Alors, sans disposer de résultats d'études à grande échelle, dans les différents essais qui ont pu être menés, donc on a été amené à réaliser des analyses chimiques de différents tourteaux, et effectivement, il y a une variabilité qui est importante, donc qui va être due au sourcing de la graine, dans un premier temps. Et donc, il va y avoir la localisation géographique, la variété, l'année climatique, etc., qui vont jouer sur la teneur déjà en protéines et matières grasses de la graine. Et après, il y a effectivement le process d'obtention du tourteau, donc le procédé propre à l'usine de trituration qui va créer le tourteau de soja. Il y a actuellement, donc les résultats ne sont pas encore publiés dans le cadre d'un projet européen. Il y a une étude au niveau de triturateurs, donc en bio et en conventionnel à l'échelle européenne. Les échantillons de soja, donc graines et tourteaux, ont été collectés. Et l'objectif étant d'avoir un état des lieux de la qualité des graines de soja et de tourteaux de soja selon le sourcing et le procédé d'obtention. Donc ça, ce sera disponible dans les mois qui viennent. À l'heure actuelle, les résultats ne sont pas encore disponibles. Ok, merci. Je vois que le temps est coulé, donc je vais laisser la parole à Cécile pour la suite. Donc oui, et pour faire suite en fait à cet exposé donc introductif, voilà, sur les, j'allais dire sur les, voilà, les implications en fait du passage en 100% bio sur l'utilisation des différentes matières premières. Donc nous avons souhaité en fait vous faire un petit point avec, j'allais dire l'ensemble des acteurs de la filière sur aujourd'hui, si on sait qu'il va y avoir une baisse d'utilisation des protéagineux, on sait qu'elle risque d'être conséquente, mais finalement, quels seront les leviers qu'on peut mettre en œuvre pour faire qu'elle soit peut-être un petit peu moins conséquente que ce que l'on peut envisager, et finalement, quel avenir on peut envisager pour les protéagineux dans la future sol, on va dire la future sol biologique française. Donc aujourd'hui, je me fais la porte-parole, voilà, des différents acteurs qui ont été interrogés. Et donc vous avez justement une liste quelque peu virtuelle donc, qui s'affiche à l'écran. Donc Marianne Sanlaville de la coopération agricole que vous avez pu entendre ce matin si vous étiez présent aussi avec nous ce matin. Mathieu Lebras donc de la coopérative Axérial Bio. Donc Aude Brion, donc du syndicat national de l'industrie de la nutrition animale, donc du SNIA, et Bertrand Roussel de Terrena. Donc pour vous planter un petit peu le décor, en fait, déjà, quelle est la production aujourd'hui des protéagineux en France? Donc, vous avez en fait sur le graphique de gauche l'évolution des surfaces de protéagineux produites donc entre 2011 et 2019. Donc, sachant que nous avons sommé donc d'une part la production des protéagineux qui a été faite en fait après la période de conversion, donc sous le cycle AB, et puis aussi la production qui a été faite donc en deuxième année de conversion, donc sous le cycle C2. Donc, vous pouvez voir en fait, ce sont j'allais dire les lignes rouges et bleues, que la production en pur de protéagineux à l'échelle France est quand même relativement faible comparativement en fait à la même production de protéagineux, mais cette fois-ci en association. Donc, dans la partie qui a été cultivée en pur, donc aujourd'hui, on a une dominance de la févrole de manière très nette par rapport au poids. Dans le mélange céréales-légumineuses, aujourd'hui, on n'est pas capable de vous donner une proportion de l'un ou de l'autre, mais l'on voit que par contre, voilà, au niveau de la production en association, on est quand même sur des surfaces qui sont très, très largement supérieures et qui sont surtout avec une augmentation très linéaire depuis 2013. Donc, par rapport à ces chiffres de surface, je vous ai remis aussi sur le graphique de droite donc les chiffres de collecte. Donc là, c'est vraiment pour une campagne donnée, donc sachant que là, on travaille sur des campagnes qui sont à cheval sur 2 années, donc de 2012-2013 à 2020-2021. Voilà, ce sont les chiffres en fait de collecte respectivement de pois en bleu et de févrole en rouge. Donc, vous pouvez voir que comme pour les surfaces, finalement, on a quand même une collecte qui a tendance à augmenter, mais qui augmente quand même, j'allais dire peut-être de manière moins importante que finalement ce que pourrait nous faire croire l'augmentation des surfaces en elles-mêmes. Et on voit que c'est quand même relativement fluctuant puisqu'en 2019-2020, on était sur une très bonne année de récolte. Et vous pouvez voir que c'est encadré par 2 années, 2018-2019 et 2020-2021, qui sont quand même beaucoup moins favorables. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la production de ces protéagineux, bien évidemment, comme toute culture, elle n'est pas répartie de manière égalitaire.
au niveau français. Donc, vous pouvez voir donc différentes cartes. Donc, la carte de gauche vous montre la répartition en fait des surfaces de févrole conduites en pur. Au milieu, c'est les surfaces de pois. Et tout à droite, ce sont les surfaces des mélanges céréales légumineuses. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que pour ces 3 modes de production, en fait, vous pouvez voir qu'il y a quand même voilà, un département qui ressort énormément. Donc, c'est le département du Gers. À savoir que le pois, la févrole ou même les associations ne sont pas forcément, j'allais dire, des cultures piliers de la rotation, mais nous avons quand même un grand nombre d'exploitations hein, sur ce département, pardon, et ce qui fait qu'au final, en termes de surface, ça commence à représenter pas mal. Si on met le sud-ouest de côté, on peut voir qu'on a une production de la févrole donc, qui est concentrée pas mal dans le Grand Ouest et dans la région centre, qui s'étend un petit peu vers la Bourgogne. Alors que le pois, on est plutôt sur le sud, on va dire, de la partie Grand Ouest et surtout une production qui est assez concentrée, sinon sur le bassin bourguignon. Et là, les associations, donc on retrouve encore un fort point hein, du bassin Grand Ouest. Et puis aussi, un petit peu plus récemment, puisque là, je vous ai mis les cartes de 2019 uniquement, on voit aussi une production d'associations qui se fait aussi, j'allais dire, beaucoup plus à l'est de la France. Donc finalement, ces protéagineux, comment sont-ils utilisés? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau français, 90% des protéagineux est utilisé donc en alimentation animale avec 2 voies majoritaires, on va dire. La première, c'est en fait, il y a une bonne partie de ces protéagineux, ça dépend après des exploitations, mais qui peut être autoconsommé, c'est-à-dire qu'il va être consommé en fait directement sur les exploitations. Et dans une enquête qui avait été menée par Terrinovia au niveau national et en 2018 sur la févrole bio, on avait pu voir que notamment sur les surfaces enquêtées que l'on avait dans le Grand Ouest, il y avait 62% de ces surfaces qui étaient destinées justement à l'autoconsommation, donc c'était quand même pas négligeable. Pour l'autre partie des protéagineux produits, donc eux, ils sont collectés et alors ils ont 2 utilisations prédominantes. Déjà la vente directe aux éleveurs et puis ensuite leur utilisation pour la fabrication d'aliments, donc par les fabricants d'aliments du bétail dont Antoine nous a pas mal parlé à l'instant. Donc, si l'on regarde plus spécifiquement, en fait, justement, l'utilisation par les fabricants d'aliments du bétail, donc là, vous avez un graphique qui est, où il y a beaucoup d'informations, je vais vous le décortiquer. Donc, la ligne en bleu représente en fait l'évolution voilà, de l'utilisation totale, on va dire en tonnage, des protéagineux par les FAB. Donc, vous pouvez voir qu'elle est quand même, il y a une belle augmentation et qui est régulière. Et en 2019-2020, on atteignait en fait une utilisation proche des 30 000 tonnes. Sur l'ensemble de la campagne. Malgré tout, et c'est ça que vous révèlent les chiffres qui vous sont mis dans les carrés en noir, ça représente en fait finalement une faible part en fait des matières premières qui sont utilisées pour la réalisation des aliments, puisque là en fait le taux d'incorporation des protéagineux dans la fabrication des aliments oscille en fait entre 4,5 et 5%, on va dire selon les années, pour toutes les raisons hein, que vous a exposées Antoine juste avant. Et on peut voir aussi, et ça c'est la dernière information que vous fournit ce graphique, que finalement cette utilisation des protéagineux, elle a eu, j'allais dire, quelques soucis ces dernières années, puisque les barres rouges, ça vous symbolise en fait ce que l'on appelle les stocks fin de campagne, c'est-à-dire que sur l'ensemble des protéagineux qui ont été récoltés, il y a une partie qui a été utilisée, puis il y a une partie qui n'a pas été utilisée, donc qui a été stockée. Et ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à 2016-2017, les stocks restaient relativement faibles. Et en fait, à partir de 2017-2018, on a eu quand même des grosses vagues de conversion et donc des grosses vagues, j'allais dire, de production de protéagineux. Eh bien, ces stocks ont commencé à devenir importants. Donc, ce que cela traduit, c'est que même aujourd'hui, j'allais dire dans un contexte où on est encore dans un règlement qui autorise 5% matières premières conventionnelles, il était déjà quand même relativement difficile de valoriser de manière pleine et entière l'ensemble des protéagineux. Donc aujourd'hui, le passage au 100% bio, on va avoir encore une contrainte supplémentaire, notamment, donc c'est ce que vous expliquait Antoine, sur les volailles qui représentent le gros du marché. Mais voilà, sachez qu'il y avait quand même déjà des difficultés avant ce passage au 100% bio. Donc, finalement, quels pourraient être les impacts de ce passage au 100% bio sur la protection des protéagineux et sur les assolements, puisque ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc, ce qu'on peut envisager, c'est que la baisse d'utilisation de ces protéagineux va entraîner une baisse des prix et donc aussi derrière une baisse des diminutions des engagements de collecte pour ces protéagineux, puisqu'il y aura
beaucoup moins de débouchés en face. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que l'impact sera bien évidemment différent selon les territoires et les exploitations. On va dire, si on veut simplifier, sur le Grand Ouest, où il y a une dominance en fait d'exploitation de ruminants, il y a quand même aujourd'hui une part non négligeable des protéagineux qui est destinée à l'autoconsommation, et donc cette part de protéagineux dans les assolements, elle ne va pas bouger. Donc, ça veut dire que finalement, notre diminution de la sole en protéagineux, même s'il n'y a plus de débouchés collecte, elle pourrait être relativement limitée. Là où on se pose beaucoup de questions, c'est sur les exploitations de grandes cultures strictes qui n'ont pas de débouchés sur l'autoconsommation. Et donc là, c'est un débouché collecte 100%. Et là, si on imagine une baisse des engagements de collecte, ça veut dire qu'on pourra avoir derrière une baisse de la sole en protéagineux qui pourrait être relativement importante puisqu'il n'y aurait plus de débouchés. Et ça nous pose beaucoup de questions, puisque dans ces exploitations qu'on pourrait qualifier, j'allais dire, de céréalières, la perte des surfaces en protéagineux, ça remet vraiment en cause l'équilibre global des rotations. D'une part, parce que si l'on prend notamment les surfaces qui sont j'allais dire, les plus au nord du pays, on a quand même une dominance aussi de céréales d'hiver dans les rotations. Donc là, les légumineuses et notamment les protéagineux d'hiver, c'était une famille botanique différente des céréales, donc avec tous les avantages que ça peut avoir sur la lutte contre les maladies notamment. Les légumineuses, ça ne consomme pas d'azote puisque c'est autonome, donc il n'y a pas besoin d'apport d'engrais exogènes. Et en plus, ça laisse des résidus qui sont plus riches, en tout cas en azote, que d'autres familles botaniques et notamment les céréales. Et ça avait un impact très fort en fait en tant que relais azoté dans les rotations, notamment après des cultures qui sont un peu plus demandeuses, que ce soit par exemple, notamment les céréales d'hiver et les céréales à Pâques d'hiver. Et enfin, ce qu'il faut voir, c'est que c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les protéagineux sont présents dans les assolements, notamment dans les associations. Et donc, ça veut dire que finalement, si on enlève le protéagineux, qu'est-ce qu'on va faire de la céréale que l'on avait en association? On peut la garder en culture pure, mais la conduite en association, elle avait aussi des avantages pour la céréale. Donc, ça remet en cause vraiment l'intégralité, on va dire, de la construction de la rotation. Et donc, en discutant avec les différents acteurs, si on pose la question, comment peut-on substituer les protéagineux? La réponse est plutôt que non actuellement. La substitution des protéagineux dans les rotations, elle n'est pas envisageable. Ou alors très difficilement. Si l'on se place dans un contexte un petit peu plus moyen terme, ce que l'on pourrait dire, c'est que, en tout cas, si on doit substituer, c'est certainement pas par une céréale, parce que notamment, encore une fois, j'allais dire dans les régions du Nord, il y a beaucoup déjà de céréales d'hiver dans les rotations, donc en rajouter une, ça la fragiliserait pas mal. Donc, il faudrait pouvoir les substituer par une légumineuse. Donc, on peut penser au soja, aux légumes secs. Toujours, j'allais dire, dans ces régions du Nord, ce sont des cultures qui aujourd'hui restent mal maîtrisées, donc qui sont très risquées, beaucoup plus risquées en fait qu'un protéagineux. Et on peut penser aussi à la luzerne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, c'est plutôt une question sur les infrastructures, la construction de la filière et du débouché qui pose question pour pouvoir en fait envisager des volumes qui seraient vraiment importants. Et l'autre, là, on raisonnait, on va dire, sur l'impact, sur la production et sur les assolements. Il y a aussi une autre question quand même qui est venue quand on a discuté avec les différents acteurs, c'est finalement quel est l'impact de ce passage au 100% bio sur notre capacité à produire un aliment 100% français. Puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour fabriquer un aliment, il est envisageable de se fournir en matières premières d'origine française, notamment pour les céréales et pour les protéagineux. Par contre, pour le soja et le tournesol, c'est pas tout à fait le cas. On est aujourd'hui quand même déficitaire, notamment pour ces deux matières premières-là. Et lorsque l'on voit les projections qui ont pu vous être présentées par Antoine, où il faudrait une augmentation de 40 à 50% en termes de besoins sur le tourteau de soja, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même multiplier les surfaces de soja en France par 2, par 3, voire même plus, ce qui est aujourd'hui, de l'avis quand même des différents acteurs, relativement très compliqué, en tout cas dans les conditions actuelles de culture et de maîtrise de la production de soja. Et par ailleurs, ça voudrait dire pouvoir adapter aussi les infrastructures de trituration qui permettraient de passer d'une graine de soja à un tourteau de soja. Donc ça veut dire que sur ce passage au 100% bio, en termes de projection, ça veut dire qu'il y aura au moins sur le court terme un recours à l'import au niveau du tourteau de soja qui sera relativement accentué. Alors, on peut envisager par contre sur le moyen et j'allais dire sur le long terme, on arrive à faire une évolution des pratiques et des systèmes de culture qui permettent en fait d'introduire plus de soja et pourquoi pas d'atteindre l'autosuffisance à terme. Mais ça va être des choses qui vont se décider au cas par cas selon les territoires, selon les acteurs locaux et qui vont demander quand même une évolution, on va dire, des pratiques et même de la culture, j'allais dire,
au niveau des variétés, etc., qui n'est pas négligeable. Et enfin, ça pose quand même une dernière question, c'est que dans un scénario où on serait en fait sur une autosuffisance qui nous permet voilà, d'avoir du soja et du tournesol 100% français, ça va avoir un impact sur le prix, forcément. Et là, ça pose la question en fait de l'implication du consommateur dans la construction de cette filière j'allais dire made in France du champ à l'assiette. Qu'est-ce qu'il est capable d'accepter et comment il est, voilà, pour lui, est-ce que c'est un argument suffisamment fort pour accepter une augmentation du prix. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, quels sont les leviers qui sont envisagés aujourd'hui par les différents acteurs pour pouvoir permettre d'assurer l'avenir de ces protéagineux, puisque vous avez pu le voir, la question de substituer les protéagineux au niveau des rotations, aujourd'hui, la réponse, elle est quand même que ce n'est pas souhaitable, et donc il faut qu'on arrive à les maintenir. Donc voilà, avec les différents acteurs que je vous ai cités voilà, tout à l'heure, on a essayé de réfléchir à la question, et on a essayé de classer les leviers en fait selon 2 critères. Donc le premier critère qui vous est présenté en fait en ordonnée, c'est finalement, j'allais dire, l'effet de levier. Est-ce que si on met en œuvre ce levier-là, ça va permettre vraiment de pouvoir, j'allais dire, sécuriser l'intégration des protéagineux dans les formules d'aliments du bétail? Est-ce que ça sera une sécurisation qui est plutôt faible ou alors un impact qui sera vraiment très fort? Et alors le deuxième critère qui est finalement, est-ce que la mise en œuvre de ce levier sera facile? Et donc ce qui veut dire derrière, est-ce qu'elle sera rapide ou alors est-ce qu'elle sera difficile? Et dans ces cas-là, on sera plutôt sur un pas de temps long. Et ça, c'est ce qui vous est représenté aujourd'hui dans cette, j'allais dire dans ce graphique, dans cette matrice, sur l'axe des abscisses. Donc pour chaque levier qu'on va maintenant développer, on va essayer voilà, de le positionner sur cette matrice-là. Alors l'un des leviers qui a déjà été évoqué par Antoine, c'était d'améliorer donc la valeur nutritionnelle des protéagineux, donc soit au niveau de la graine ou soit via les process de première transformation. Donc, j'en profite juste en aparté parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions à ce niveau-là. On peut améliorer en effet la valeur nutritionnelle au niveau de la graine, notamment tout ce qui est facteurs antinutritionnels, etc. Il y a déjà de la recherche variétale qui est voilà, qui est déjà faite. Il y a déjà des variétés qui sont sorties avec des faibles teneurs en FAN. Il faut savoir que pour la févrole, aujourd'hui, c'est uniquement sur des févroles de printemps, alors qu'en bio, on utilise majoritairement des févroles d'hiver. Donc, c'est pour ça qu'il reste encore un challenge et un pas à faire pour justement introgresser ce caractère dans les févroles d'hiver. Et l'autre levier qui est aussi à envisager, c'est finalement d'arriver à stabiliser et sécuriser la production de protéagineux, donc notamment avec une meilleure résilience aux aléas climatiques et aux maladies aux ravageurs pour avoir voilà, des volumes qui soient plus constants, plus stables pour les fabricants d'aliments du bétail. Alors maintenant, si on essaie de placer donc, ces 2 leviers voilà, sur notre matrice, donc ce que l'on a pu voir, c'est qu'au niveau de la sécurisation du rendement, on a quand même aujourd'hui quelques billes déjà, j'allais dire en stock pour essayer voilà, d'améliorer les rendements de ces protéagineux après avoir comment ils peuvent être mis en place sur les exploitations. Et au niveau de la valeur nutritionnelle, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure Antoine, on est plutôt par contre sur un pas de temps long, puisque là, on a des process notamment de première transformation qui restent quand même à évaluer. Malgré tout, pour ces 2 leviers, on a un effet de levier sur l'utilisation dans les formules qui reste relativement faible, tout simplement parce qu'on est sur des protéagineux. On peut améliorer notamment leur teneur en protéines et leur teneur peut-être en lysine et en méthionine, mais on n'arrivera jamais sur le niveau d'un soja. Au niveau écophysiologie, il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Alors, autre levier qui a aussi été discuté, c'est la question du prix. Et la question du prix, on peut l'aborder sous 2 angles. C'est d'abord le prix de la matière première, donc ce qui voudrait dire que pour faciliter l'incorporation des protéagineux dans les aliments, on pourrait baisser le prix des protéagineux pour les rendre plus compétitifs, économiquement parlant. Ça veut dire aussi, et là j'allais dire par effet domino, que le prix acheté au producteur sera plus faible. Ça veut dire aussi que derrière, la rentabilité de ces productions sera aussi plus faible. Donc ça veut dire que pour lui, il aura beaucoup moins intérêt, j'allais dire au niveau économique, à les mettre dans la rotation, même si d'un point de vue agronomique, l'intérêt reste quand même relativement fort. Et de l'autre côté, on peut envisager de maintenir le prix de la matière première, mais par contre d'augmenter le prix de l'aliment. Mais là, ça voudrait dire, si on augmente le prix de l'aliment, on va augmenter aussi le prix en fin de chaîne du produit fini, donc de la viande qui est proposée aux consommateurs. Et la question, c'est comment on peut valoriser justement ce maintien d'incorporation des protéagineux vis-à-vis du consommateur. Excuse-moi, juste pour te dire qu'il normalement, il doit te rester 2 minutes pour finir. D'accord. Tu peux dépasser un petit peu, mais on va laisser un petit temps pour les questions. Alors, juste pour dire, au niveau de ces 2 leviers, on les a positionnés plutôt de manière intermédiaire en termes d'impact.
et en termes de faisabilité, avec un levier sur le prix de l'aliment qui est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre que sur le prix des protéagineux. Les autres leviers donc, qui ont été envisagés, c'est de développer une filière gluten bio, donc pour toutes les raisons que Antoine a évoquées tout à l'heure. Et juste là, pour vous dire que quand on a essayé de la positionner sur la matrice, on avait un petit peu plus d'incertitude parce que d'un point de vue, j'allais dire technique, le gluten bio est très intéressant. Par contre, si c'est une matière première qui finalement se retrouve avec un prix qui est très très important, bah, finalement économiquement il aura peut-être un peu plus de mal à rentrer dans les rations. C'est pour ça qu'on l'a positionné, on va dire, à 2 niveaux d'impact différents. Un autre levier qui a été envisagé avec les acteurs de la filière, c'était la mise en place de ce qu'on appelle de contrats qui assurent une solidarité et un partage de la valeur tout au long de la filière. Donc, ça peut être des contrats qui peuvent être mis en place au niveau local. Donc là, avec l'exemple notamment du contrat de filière pluriannuelle qui a été mis en place par Terrena, donc qui engage les producteurs, le collecteur et finalement tous les maillons de la filière jusqu'à l'industrie agroalimentaire en fait sur le territoire couvert par Terrena. Et on peut envisager aussi ce type de filière, donc des filières Made in France du champ à l'assiette au niveau national, avec là un maillon supplémentaire qui est quand même celui du consommateur. Donc ça pourrait avoir un impact très fort, mais c'est aussi, on va dire, une faisabilité de mise en œuvre. On sait que la mise en place de ce type de contrat, ça prend du temps. Donc c'est plutôt sur un pas de temps long que sur un pas de temps court. Un autre levier qui avait été envisagé, c'est de modifier le cahier des charges fermier. Ça concernerait plutôt tout ce qui est poulet de chair, pas trop les poules pondeuses, en changeant en fait un petit bout de la réglementation, puisqu'aujourd'hui, ça impose un minimum de 60% de céréales dans les formulations. Et la question qui pourrait être posée, c'est de dire, bah, on fait 60% de céréales et ou protéagineux. Et là, il y a plus une question de, quand on le place sur la matrice, au niveau de la faisabilité mise en œuvre, ce ne serait pas si compliqué que ça, mais par contre, l'impact sur l'utilisation des protéagineux resterait quand même relativement faible. Et enfin, les deux derniers leviers, donc le premier qui n'est pas des moindres, ce serait d'arriver à développer de nouveaux débouchés pour les protéagineux, que ce soit en alimentation animale avec des marchés qui restent encore peu explorés comme l'aquaculture, ou tout simplement en alimentation humaine, soit pour la valorisation de l'agrément de tiers, soit pour la valorisation d'une ou plusieurs fractions, notamment la fraction protéique ou de l'amidon, on va dire, pour entrer dans des agents de texturation dans les plats préparés. Donc, ces nouveaux débouchés pourraient avoir un impact très fort, mais là, c'est pareil, il y a des filières à mettre en place qui font qu'on est plutôt sur un pas de temps long que sur un pas de temps court. Et enfin, le dernier levier qui a été envisagé, c'était que, on va dire dans une optique globale, voilà, d'évolution des conditions de l'élevage biologique, hein, on se pose quand même pas mal de questions aujourd'hui, ça serait de faire évoluer les modèles d'élevage. Et là, on n'est pas du tout, on va dire, dans une discussion qui se restreint à la question des protéagineux purs, hein, on est bien d'accord. Mais ça pourrait impliquer, par exemple, d'utiliser des souches animales qui soient moins productives, moins exigeantes en protéines. Et donc, dans ces cas-là, qui permettraient de repasser en fait sur des protéagineux. Mais encore une fois, c'est à intégrer dans une réflexion beaucoup plus globale sur l'élevage que notre sujet stricto sensu. Et enfin, j'allais dire, donc, pardon, ça serait un effet de levier relativement fort, mais sur un pas de temps, là, pour le coup, vraiment relativement long. Et enfin, ce qu'il faut retenir au niveau de ces différents leviers, c'est que la clé, ce ne sera pas d'arriver à mettre en place un levier ou un autre. Il n'y aura jamais de solution miracle, on le sait très bien dans ce genre de situation. Il faudra envisager une combinaison de leviers qui arrivera à évoluer dans le temps, surtout. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le passage en 100% bio, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça va entraîner très probablement une réduction de l'utilisation des protéagineux. Les effets sur les assolements et les productions, ils vont être variables en fonction des territoires, que ce soit parce qu'on est sur des types d'exploitation différents ou parce qu'aussi il y a des acteurs au niveau local, par contre, qui vont s'engager dans des stratégies de filière différentes. Il y a des leviers qui existent. Heureusement, le tableau n'est pas si noir. Il n'y a pas de levier miracle, ça va être une approche combinatoire et cette approche combinatoire, elle va évoluer. Et surtout, ce que l'on a pu voir, c'est que dans ces différents leviers, l'engagement solidaire des différents acteurs de la filière, il est très important. Et y compris ce dernier maillon qui est le consommateur, à qui on va devoir poser beaucoup de questions pour justement la mise en place de contrats de filière qui permettent de satisfaire l'intégralité des maillons de la filière. Donc, je vous remercie de votre attention et s'il nous reste un petit peu de temps pour les questions, je vais essayer d'y répondre. Oui, super, tu as réussi à réduire un peu malgré tout le contenu de ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je pense qu'il y en a eu même beaucoup. J'en ai vu une grosse quantité passer.
Il y avait une première question, plus de clarification au niveau du C2. Est-ce que le 25% de C2 incorporé dans les rations, ça sera toujours possible ou pas? Je laisserai peut-être Marianne me contredire, mais je crois que pour moi, la dérogation saute aussi. Enfin, Marianne et Antoine d'ailleurs. Mais cette Moi, dérogation-là, elle saute. je pense pas ça, moi. Ah, bah alors c'est pour Je ça, sais je pas, te laisse. je vais voir Antoine aussi ce que tu as compris, mais a priori, dans le nouveau règlement, on passe à un seuil de 25% d'incorporation de C2, alors que jusqu'à présent, on était à 30%, et ça reste possible d'incorporer jusqu'à 25% en volume de C2 dans l'aliment d'un animal. J'ai même... Et ça sera à partir du 1er janvier 2022? Oui, rentrée en vigueur du nouveau règlement, donc l'année prochaine. D'accord. Une autre question? Alors, on nous fait remarquer que les protéagineux toastés pourraient concurrencer les tourteaux de soja en termes de qualité nutritionnelle. Mais qu'en est-il vis-à-vis du coût, par exemple? Alors là, je dirais que je redonne la parole à Antoine sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Il y a une question qui, une remarque plutôt sur le fait de recourir au procédé de toastage avec des protéagineux qui permettrait à ces produits d'avoir des qualités nutritionnelles proches du tourteau de soja. Alors non, on ne peut pas, en toastant du poids ou de la févrole, on n'atteindra pas du tout pour du porc et de la volaille la valeur nutritionnelle du soja. Non. En fait, le toastage des protéagineux pour les monogastriques, l'intérêt n'est pas nul, mais il est assez limité. En fait, ça va permettre d'améliorer un petit peu la valeur énergétique et légèrement la digestibilité de la protéine. Mais du coup, voilà, quand je dis légèrement, c'est quelques pourcentages, donc c'est à voir si le surcoût à la tonne est pas trop élevé pour qu'il y ait un réel intérêt, quoi. Par contre, pour les ruminants, en fait, en toastant la protéine, du coup, ça augmente pas mal la teneur en PDIN. Et pour le coup, les ruminants, eux, il y a plus d'intérêt à toaster des protéagineux. Il y a un vrai gain pour des ruminants, mais pour les monogastriques, je ne dis pas qu'il est inexistant ou inutile, mais en tout cas, il est assez limité. Autre question, le tourteau de soja importé vient d'où? Alors là, en fait, les origines peuvent être assez diverses. On a des origines qui viennent d'Inde, de Chine, et j'allais dire plus récemment de l'Afrique, hein, notamment du Togo. Togo, ouais. Et est-ce qu'on a des projections d'importation de ces tourteaux de soja ou même du tourteau de tournesol? Alors moi, j'en ai pas. Je ne sais pas si Marianne ou Antoine, vous en avez. Antoine? Ouais, c'était une slide que j'avais enlevée, je la cherche 2 secondes. Il y a un travail qui avait été fait par le Céréopa, donc un bureau d'études, en fait, et ils avaient travaillé sur l'impact des lois Egalim sur les besoins en matières premières, mais toute filière, c'est-à-dire qu'il y avait label rouge, sans OGM, conventionnel, et la bio était une petite partie dedans. Donc du coup, j'ai quelques chiffres que j'essaie de retrouver. Marianne, je ne sais pas si tu as des choses, Jacob de France. Et on est en train de réfléchir à une enquête qui serait plus précise sur ce point-là, parce qu'effectivement, il y aura des imports en plus. Et de là à les quantifier aujourd'hui, c'est un peu, je vous dirais, des bêtises. Ouais. Donc, je retrouve, voilà, donc dans l'étude dont je vous parlais, donc le point de départ, c'était 2016. Et alors après, c'est des études macro, c'est pas à 10 000 tonnes près, hein, évidemment. Donc un travail d'Abscis, pardon, pas du Céréopa, c'était dans les alentours, il y avait un besoin total en équivalent de graines qui était de l'ordre de 80 000 tonnes pour un peu moins de 20 000 France, et après on arrivait en 2022, donc selon différentes hypothèses d'évolution des filières animales, d'ailleurs qui se sont vérifiées ou pas, on arrivait à 180 000 tonnes. Donc en gros, voilà, un déficit qui augmente parce que les filières animales évolueraient plus vite que les filières végétales.
Sachant qu'en 2019, par rapport à 2016, en termes de collecte, si je ne me trompe pas, on était aux alentours des 60 000 tonnes de soja. Voilà, pour vous donner une idée. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Dernière question, valorisation des lentilles en alimentation animale. Pour moi, c'est réservé aux petits salés, mais... On nous a posé aussi la question pour le pois chiche et on pense beaucoup lentilles et pois chiche, je pense, mais il y a le lupin entre les deux, hein, qui a aussi une bonne teneur en protéines, après qui est plus difficile à faire pousser sur les sols calcaires. Non, mais je pense que derrière la question, il y a les rebuts de triage, choses comme ça, qui pourraient peut-être être valorisés. Ah, ce que j'allais dire sur la valeur en elle-même de la lentille, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu sur la même longueur d'onde, j'allais dire, que les protéagineux. Donc, en effet, vu par contre la demande qu'il y a sur la lentille en débouché alimentation humaine, je ne sais pas si c'est la matière de substitution la plus, la plus indiquée. Donc, on a beaucoup parlé de protéagineux, on a aussi beaucoup parlé de soja, mais on n'a pas vraiment fait de point, voilà, sur si on parle de production de soja à l'échelle France, où est-ce que c'est possible, sous quelles conditions, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on reprend, j'allais dire, le même type de graphe que tout à l'heure avec les protéagineux, donc au niveau de l'évolution des surfaces en soja biologique, ce qui vous est proposé dans le petit graphe là qui est tout en haut, sur les surfaces en C2 et en certifié bio, on voit que c'est pareil, hein, au niveau du soja, on a une augmentation qui est très très forte, hein, au niveau des surfaces depuis 2011, qui n'est pas linéaire mais quasi, et on a atteint, voilà, en 2019 quasiment, j'allais dire 40 000 hectares de soja. 40 000 hectares de soja pour une production, je vous disais, à peu près d'environ 60 000 tonnes. Mais c'est comme pour les protéagineux, on a des surfaces en soja biologique en fait qui ne sont pas localisées partout. Le principal pôle de production aujourd'hui, hein, c'est le sud-ouest de la France, cette fois-ci avec le Gers, j'allais dire encore une fois en pôle position, mais là où il y a vraiment une réelle, j'allais dire, un réel engouement, hein, pour le soja dans cette zone de production-là. Et on a quand même un petit bassin, même s'il ne se voit pas trop sur cette carte, mais on a deux petits bassins quand même, j'allais dire, secondaires. On a un premier bassin qui est dans la Drôme, et on a un deuxième bassin qui est dans la région bourguignonne, en fait, voilà, aux alentours de Dijon. Donc, malgré tout, c'est aujourd'hui l'augmentation des surfaces en soja, elle s'est faite quand même beaucoup via le bassin du sud-ouest. Et juste pour rappeler, même si c'est une évidence après tout ce qui vient d'être dit, c'est que ces 40 000 hectares de surface ne suffisent pas, en tout cas, à assurer les besoins. Donc, si on veut demain augmenter les surfaces pour pouvoir assurer les besoins, finalement, quelles vont être j'allais dire, les contraintes et les possibilités? Donc, si on regarde notre bassin sud, alors sud-est, avec la Drôme notamment, et le sud-ouest, on est sur une culture qui est relativement bien maîtrisée par les producteurs, qui est rémunératrice, alors surtout en irrigué, mais on voit quand même que sur ce bassin sud-ouest, on a une forte proportion, hein, des surfaces qui sont conduites en sec, parce qu'on est sur du 50% de soja conduit en sec. En conventionnel, les surfaces en sec, ça dépasse pas 10-15%. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même un attrait, même en sec, pour avoir cette culture dans les assolements, parce qu'elle reste quand même assez rentable. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a des surfaces aujourd'hui irrigables qui sont quand même déjà bien utilisées. Donc, ça veut dire que si demain on devait envisager un développement de grande ampleur du soja dans cette partie du sud-ouest, on serait probablement sur un développement de la production en conditions non irriguées. Et là, ça veut dire qu'on est quand même sur des fortes pertes de rendement à envisager, hein, on est sur du 50% de perte en moyenne. Et le principal levier qu'on aura à maîtriser, c'est la problématique du stress hydrique. Si on part maintenant sur le bassin nord, alors ce grand bassin nord en fait qui occupe toute la moitié nord de la France, là dans ce bassin-là, on est sur une culture de diversification. Elle est peu présente, peu maîtrisée par la majorité des producteurs en dehors de notre petit bassin bourguignon. On est sur un potentiel climatique qui aujourd'hui est beaucoup moins favorable puisque les sommes de température sont beaucoup plus faibles. Et on va le voir juste j'allais dire plus à la fin de la présentation, mais on a une pénalisation par le stress hydrique qui est aussi à craindre, notamment parce qu'il y a beaucoup, quand on envisage le soja, on l'envisage en conditions irriguées, mais surtout non irriguées sur ce bassin-là. Alors, la question là qui reste aujourd'hui, même s'il y a eu quand même plusieurs tentatives de culture, c'est quid de la faisabilité climatique de la culture, notamment sur des bassins comme la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est,
ou encore même la région Centre-Île-de-France. Et quelle est la faisabilité actuelle climatique et qu'est-ce qui se passerait dans une perspective de réchauffement climatique? Parce que ça, c'est aussi à prendre en compte. Alors là, si on se penche, on va dire, sur la problématique du stress hydrique, donc un petit peu plutôt sur le bassin sud. Donc, pour rappeler, le soja, c'est une plante de jour court, c'est-à-dire qu'on est sur une plante qui va accumuler des sommes de température, mais beaucoup moins qu'une culture d'hiver, hein, comme la céréale, comme les céréales ou le colza. On est sur une croissance plutôt de type indéterminé, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une plante, si vous en avez déjà cultivé, qui va faire des fleurs, des gousses, et puis s'il y a une petite pluie, qui peut refaire des fleurs. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment, on va dire, très très bien réglé, notamment par la photopériode. On est sur un cycle, donc sur un cycle de 5 mois. Et au niveau écophysiologique, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a des températures optimales qui sont quand même entre 28 et 32 degrés en fonction des variétés. Donc on a vraiment des besoins en chaleur très importants. Et on est sur des floraisons, par contre, à ce stade de floraison, on est sur une plante qui est sensible en fait aux températures basses, c'est-à-dire inférieures à 18 degrés ou à 13 degrés en fait en fonction des groupes de maturité, puisqu'en fait en France, on a la chance de pouvoir cultiver du soja sur des groupes de maturité qu'on appelle très étalés, donc les triple 0, ce qu'on appelle les très précoces, et les groupes 2 là qui sont les plus tardifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du soja, pour qu'il arrive à pousser, il faut qu'il y ait une température minimum en fait de 6 degrés. Et c'est ce que je vous disais, c'est une plante dont la croissance est majoritairement régulée par la température, mais on a quand même un petit effet de la photopériode qu'on pensait jusqu'à très récemment assez négligeable, mais que l'on commence à voir sur les stades de culture à partir du stade V3 jusqu'à la maturité. Donc justement, sur cette interaction photopériode et température, donc là, vous avez, j'allais dire, une illustration en fait de ce qu'on appelle nous des fonctions de température, donc qui permettent en fait aux différents stades de s'enchaîner, et de la fonction aussi de la période. Donc là, vous pouvez voir à partir du moment où en fait où le soja est planté, voilà, pour pouvoir atteindre la maturité, en fait, on a une augmentation. On a besoin d'avoir voilà, une certaine somme de température. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur certaines variétés, pas sur toutes, en fait, on a cette augmentation de la température, elle va agir en interaction avec la photopériode c'est ce que je montrais sur le graphe précédent, entre justement le moment du semis et ce fameux stade début floraison. Donc, cette interaction température et photopériode, ça peut influencer justement son développement. C'est encore c'est un peu difficile aujourd'hui à caractériser. C'est caractérisé que sur certaines variétés. Et là, ça vous est montré sur une variété, donc Écudor, qui est une variété tardive. Mais on a encore on n'a pas toutes ces informations pour les variétés, notamment qui sont dans les groupes précoces, les groupes double et triple 0. Donc, si on passe sur la thématique justement du stress hydrique à proprement parler, au niveau du soja, il y a différents moyens pour cette plante en fait pour arriver à, j'allais dire, un petit peu à résister au stress hydrique. Donc, vous en voyez, vous sont présentés donc là à l'écran. Il y a déjà tout ce qui va concerner par contre son système racinaire. Comme toutes les plantes, plus elle va pouvoir aller profond, qu'elle va pouvoir récupérer de l'eau via ses racines, plus finalement elle va pouvoir résister à des stress hydriques importants. Il faut aussi, et ça c'est le cas particulier des légumineuses, qu'elles soient capables en fait d'avoir une fixation symbiotique qui puisse se faire encore en conditions sèches. Et ça, c'est aujourd'hui pas le cas, on va dire, de toutes les légumineuses. Il y a aussi des stratégies donc, qui consistent à protéger tout simplement ces tissus en fait, de tout ce qui est stress oxydatif induit par le stress hydrique. Aussi d'avoir au maximum une surface verte et puis des stomates qui continuent à fonctionner au moment du stress hydrique pour qu'en fait elle arrive encore à faire sa photosynthèse et à faire fonctionner tout simplement sa machinerie cellulaire. Et aussi, par exemple, ça, ce qui pourrait être, j'allais dire, un type variétal, des feuilles poilues qui permettraient de limiter les perturbantes. Donc, on sait aujourd'hui que voilà, le soja, on peut jouer en fait sur différents tableaux pour mieux améliorer sa sensibilité, enfin plutôt sa tolérance, pardon, au stress hydrique. Et c'est pour certains des leviers qui vous sont évoqués ici, notamment, c'est possible à mettre en œuvre dans une stratégie de sélection variétale qui pourrait être voilà, un petit peu plus adaptée sur cette thématique-là. Et si on veut regarder au niveau du stress hydrique pour arriver à modéliser en fait comment se passe en fait l'impact on va dire du stress hydrique, il y a deux choses qui sont à regarder. C'est ce qu'on appelle en fait la demande climatique. Donc sans rentrer dans les détails, en fait on va voir en fait comment les conditions de chaleur et les conditions de rayonnement en fait vont faire plus ou moins moduler la transpiration de la plante. Et ensuite il y a
une autre chose à regarder, c'est la fraction d'eau transpirable au niveau du sol. Donc là, c'est pareil, c'est comment finalement le sol, lui, va permettre de plus ou moins garder l'eau. C'est très synthétique, très schématique, hein, ce que je vous dis. Et en fait, la réponse à cette, justement, notamment au dessèchement du sol, c'est quelque chose qui a été pas mal étudié ces dernières années, donc là, dans des projets de recherche, où on a comparé en fait du soja mené en conditions irrigué à l'optimum et mené en conditions hydriques. Là, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence au niveau de la réaction de la plante. Et là, notamment dans des expérimentations contrôlées, donc on a fait en pot. Vous avez un pot qui est pesé chaque jour et on lui apporte ou non de l'eau. Donc, on a regardé différentes choses. Et là, juste pour vous illustrer justement ce que je vous disais, que le soja pouvait mettre en place en fait différents mécanismes et que ces mécanismes finalement ils étaient différents, ils pouvaient être mis en œuvre différemment par les variétés. Là, on a en fait j'allais dire, on a deux variétés différentes qui sont des variétés donc de groupe tardif. Donc les gens du Sud connaîtront un petit peu mieux. Donc on a ES Palador d'un côté et on a Santama de l'autre. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que là, on a un dessèchement du sol qui va être plus ou moins important. Et que par rapport à ce dessèchement du sol, finalement, là, on a on va dire le gain, oui, j'allais dire, de matière verte. Donc, c'est l'évolution en fait de l'indice foliaire qui vous est représenté en ordonnée. Et l'on voit en fait notamment que ES Palador en fait va assez rapidement en fait commencer à moduler son augmentation d'indice foliaire à partir du moment où en fait le dessèchement du sol va arriver, alors que Santana, qui est en fait ce qu'on appelle un type de variété qui n'est pas du tout en mono mais très plutôt consommateur, elle va mettre en place cette limitation beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que finalement ES Palador lui va commencer à réagir au stress hydrique beaucoup plus tôt par rapport à Santana, et notamment en termes finalement à la fin de quantité de graines produites, en fait va avoir un impact justement sur le rendement final qui va être un petit peu moins important par rapport à des variétés qui sont plus de type ce qu'on appelle consommatrices en eau et qui valorisent très bien l'eau, par exemple par rapport à ES Palador. Ce que l'on a pu voir aussi sur ce levier variétal, c'est que de manière, j'allais dire, un petit peu moins exhaustive, on a comparé donc justement toujours sur ces variétés de groupe tardif, plusieurs variétés, donc là qui vous sont présentées là. Donc vous retrouvez notre fameuse Santana et notre fameuse ES Palador. Donc là, on les a comparées, j'allais dire, en conditions d'agriculteur sur la même parcelle avec, j'allais dire, un bloc qui a été irrigué, un essai qui a été irrigué et un essai qui n'a pas été irrigué. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur les 3 années qui ont été faites au niveau de ces essais, c'est que quand on compare en fait le classement des variétés qui a été obtenu en conditions non irriguées et celui qui a été obtenu juste en dessous en conditions irriguées, ben, le classement des variétés n'est pas tout à fait le même. Alors vous pouvez voir qu'il y en a qui bougent finalement pas beaucoup. Il y en a une notamment dont on parlait tout à l'heure de type économe en eau, ES Palador, qui finalement au niveau du rendement se retrouve très bien placé dans les deux conditions. Et on a en fait notre variété Santana qui n'était pas trop mal classée en irrigué, qui se retrouve dernière en sec. Donc on sait aujourd'hui que notamment le levier variétal est quand même un levier à inventorier un petit peu plus pour voir dans quelle mesure il permettrait à la production de soja de pouvoir être conduite dans des conditions un peu moins favorables au niveau stress hydrique. Un autre levier concernant le stress hydrique, c'est le levier date de semis. Donc ça avait été inventorié pareil, beaucoup plus, j'allais dire, dans les conditions du sud-ouest. Donc là, en fait, vous avez des différences d'apport en eau par irrigation qui ont été faites entre des semis très précoces, donc qui étaient au niveau du soja, on était même sur des semis quelquefois plutôt de début avril, mi-avril, et des semis qui se font à date normale. Et ce que l'on peut voir là, vous est représenté en fait les différentes années et puis ensuite en code que je vous laisserai lire les différents sites. Ce que l'on peut voir en fait, c'est qu'il y a quand même dans plusieurs situations, on a justement des gains d'irrigation qui sont sur de l'ordre de 80-90 mm. Et les situations où finalement ce gain n'apparaît pas, ce sont les situations où ces années-là et sur ces sites-là, il a quand même beaucoup plu. Donc finalement, voilà, il y avait moins besoin d'avoir recours à l'irrigation. Donc là, il y a un travail d'étude, j'allais dire de recherche, qui est en cours pour mieux comprendre les interactions entre les différents génotypes qui ont été testés, les différents sites, donc les environnements et les différentes conduites. Donc là, on devrait pouvoir donner des réponses un petit peu plus précises du pourquoi, du comment on observe ça dans les prochains mois.
Alors, si l'on passe maintenant sur l'autre volet, c'est-à-dire quelle est la faisabilité climatique du soja en zone nord. Donc là, il y a des études qui ont été menées et qui nous ont permis d'établir, on va dire, certains résultats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'évaluation de la faisabilité climatique, elle se base sur la somme de température nécessaire en fait pour atteindre la maturité. À partir du moment où on atteint la maturité, on peut enclencher la récolte. Malgré tout, par rapport à ce qui va vous être présenté juste après, il faut garder en tête que la faisabilité climatique, elle a ses limites. Hein. Elle est dépendante de la station météorologique qu'on va choisir. Elle ne prend pas en compte forcément le type de sol et elle ne prend pas en compte plusieurs facteurs qui conditionnent quand même l'intégrabilité, on va dire, du soja dans les systèmes de culture. Donc, malheureusement, pour juger de la faisabilité voilà, de la culture du soja, le test pratique, j'allais dire, reste indispensable, mais au moins, ça donne de premières réponses. Donc, si justement, on se base sur cette somme de température nécessaire à la maturité, ce que l'on peut voir si l'on fait justement des cartographies, c'est que là, vous avez notamment pour la région, on va dire pour les départements au nord de la France, vous avez deux cartes qui vous illustrent d'un côté, on va dire, les régions plutôt du Grand Ouest, donc avec la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, on va jusqu'aux régions, la région centre et puis tout ce qui est Poitou-Charentes. Là, on a regardé justement ce que ça donnait si on prend un semis donc au 10 mai, que l'on applique la somme de température nécessaire pour atteindre la maturité du soja. Donc, dans ces cas-là, on sera sur des groupes triple zéro. On a pris une base de 1570 degrés jour. Et on regarde finalement quelles seraient les dates de récolte envisageables pour cette culture. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, quand on reste un petit peu plus au sud de notre bassin nord, c'est faisable. C'est relativement faisable. On est sur des récoltes qui sont entre le 15 septembre et le 31 septembre. Mais dès qu'on va commencer à monter un petit peu plus au nord et notamment sur toute la frange océanique, hein, la Bretagne, la Normandie, là, on est sur des dates de récolte qui vont osciller entre le 15 octobre et le 1er novembre. Donc là, on va dire en termes de faisabilité, ça commence à être très compliqué. Et si on passe cette fois-ci un petit peu plus à l'est sur les Hauts-de-France, on est dans le même scénario, donc avec des récoltes qui se feraient majoritairement là après le 1er novembre. Donc en termes de faisabilité, là, ça commence à devenir vraiment assez compliqué. Malgré tout, là, je vous présente des cartes qui ont été établies avec des températures prises entre 2000 et 2014. Et si cette fois-ci, on regarde, en fait, on reprend les mêmes cartes, mais cette fois-ci en prenant la période 2015 à 2020, donc qui est un petit peu plus récente, qui se rapproche de nous, eh bien, on s'aperçoit que finalement, là, on change complètement de scénario. C'est-à-dire que finalement, par rapport à ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, sur notre partie, j'allais dire, quart nord-ouest, eh bien, les températures, enfin, la situation est beaucoup plus favorable. On a des dates de récolte qui se rapprochent beaucoup plus de notre période la plus acceptable. Et en Hauts-de-France, finalement, on est sur une majorité des récoltes qui se feraient entre le 1er octobre et le 30 octobre. Donc, ce qui veut dire que ces dernières années, on a pu voir en fait que le réchauffement climatique commençait à se mettre en place. Et le fait qu'on ait une remontée des températures sur notre grand bassin nord, ça fait qu'on a une tendance aujourd'hui beaucoup plus favorable à la culture du soja sur ces régions-là. Par contre, encore une fois, là, je vous présente des chiffres sur les 5 dernières années. C'est à confirmer, en tout cas, pour la tendance est à confirmer sur les années suivantes malgré tout. Et même, par rapport à ça, une petite chose qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que même sur ce bassin nord, et là, si on prend par exemple le cas du Grand Ouest, où quand même on a un petit peu de pluie, y compris sur les périodes d'été, le soja n'est pas à l'abri du stress hydrique. Et là, on a modélisé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais on a modélisé en fait le risque de stress hydrique sur notre Grand Ouest, hein, donc la Bretagne et le nord du Pays de la Loire. Et vous pouvez voir que finalement, sur les départements les plus océaniques, mais là aussi, on a les dates de récolte les plus tardives en simulation, on a un risque de stress hydrique aujourd'hui qui est relativement faible. Hein, vous voyez, c'est plutôt des couleurs vertes qui s'affichent. Et dès qu'on va passer un tout petit peu plus à l'est, et bien là, pour le coup, les risques de stress hydrique, là, vous avez tous les indicateurs qui passent au rouge. Donc, ce qui veut dire que même dans ces conditions-là, dans une zone où normalement, il devrait y avoir quand même un petit peu plus de pluie que dans le sud-ouest, et bien, on a un risque de stress hydrique qui n'est aujourd'hui pas négligeable. Et là, on est sur une période, donc on avait pris la période 2000 à 2020, et ce que l'on peut voir, c'est que sur les 5 dernières années, en fait, ce risque de stress hydrique, il était encore plus important. Ça veut dire que dans l'avenir, avec le réchauffement climatique, oui, ça va être plus favorable au niveau des sommes de température. Par contre, au niveau du risque de stress hydrique, que ce soit sur tous les départements du Nord, là, je vous ai pris un tout petit échantillon, on a la même tendance partout. Donc, il faudra aussi le prendre en compte pour parler de sa faisabilité sur ces régions-là. Donc, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a des opportunités de culture qui sont plus septentrionales, qui arrivent en fait du fait du réchauffement climatique, mais avec à moduler
en prenant en compte la question du stress hydrique et le fait qu'on a beaucoup de ces cultures qui se feront probablement en sec dans ces départements-là. On a un levier variétal à explorer et à exploiter vis-à-vis de ce stress hydrique. On sait aujourd'hui qu'il y a des variétés qui ont été beaucoup regardées sur les groupes de précocité tardive, mais on pourrait faire les mêmes études sur les groupes de précocité précoce, où on voit quand même qu'il y a des différences et qu'il y a des variétés qui semblent un peu mieux tolérer le sec pour différentes raisons. Et ces différentes raisons, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de travaux de recherche qui sont en cours dessus. Et il faudra aussi le combiner à des optimisations des pratiques et notamment des dates de semis. Et bien sûr, ces leviers sont à réfléchir dans une perspective globale puisqu'il y a d'autres facteurs limitants qui existent et qui n'ont pas été abordés ici au niveau de la culture du soja, notamment tout ce qui est maîtrise des adventices sur les départements les plus au nord, avec une culture qui a tendance à être moins compétitive que dans les régions du sud. Et on a aussi des travaux qui sont en cours pour intégrer la culture du soja dans les rotations dans des bassins où aujourd'hui elle n'existe pas encore. Donc là, on parle des travaux qui sont faits au niveau français. Je vous ai parlé du nord au niveau de la France, mais sachez que ces travaux-là sont menés au niveau mondial pour réfléchir par exemple à une intégration du soja même dans les pays au nord de l'Europe. Donc là, on va dire qu'il y a quand même tout un pan de la recherche qui se mobilise aujourd'hui pour travailler ces questions-là, en association de manière très étroite, bien évidemment, avec le monde de la sélection. Et, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Merci Cécile. Timing presque parfait, ce qui nous laisse pas mal de temps pour des questions. Ouais. Vas-y. Amélie ? Il y avait une question générale sur le soja. Est-ce que ça a les mêmes intérêts agronomiques qu'un protéagineux dans une rotation? Ça va dépendre en fait de la culture qui va arriver après, dans le sens en fait où, alors intérêt agronomique, pardon, j'ai une focalisation très azote. On va dire que d'un point de vue, j'allais dire maladie, par exemple, l'effet va être relativement le même qu'un protéagineux par rapport tout simplement parce que c'est une famille botanique différente, à savoir malgré tout que sur ce pan maladie, on a des maladies racinaires qui sont communes quand même à beaucoup de légumineuses, donc protéagineux ou soja, c'est un peu la même donne. Après, sur l'effet azote, pourquoi je vous disais que ça dépend en fait de ce que vous allez mettre derrière, c'est qu'il faut un certain temps pour que les résidus se minéralisent. Et donc, si vous récoltez votre soja au 15 septembre et que vous implantez un blé, on va dire même début novembre, les résidus n'auront pas eu beaucoup de temps pour se minéraliser, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous implantez un maïs derrière. Autre question, Cécile. Est-ce que les teneurs en azote, les teneurs en protéines d'un soja peuvent être dépendantes du lieu où on cultive? Oui et non. C'est-à-dire que ça va dépendre si en fait, vous avez la teneur en protéines au niveau d'un soja, elle est quand même assez héritable et elle dépend pas mal de la variété. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, c'est vrai que les teneurs en protéines, en général, les plus hautes, il y a quand même des hautes teneurs en protéines, qui sont obtenues par exemple dans le sud-ouest, mais vous avez des variétés de type le double zéro, notamment ES Mentor, qui atteignent des taux de teneur en protéines, en tout cas potentiels, qui sont aussi élevés. Donc là, il y a un fort enjeu du côté variétal qui a été quand même bien relevé ces dernières années par les sélectionneurs. On a des variétés même en groupe précoce qui ont quand même des teneurs en protéines qui sont relativement élevées. Là où ça va changer en fait en fonction des lieux, ça va dépendre en fait après de la conduite du soja, donc notamment de la conduite de l'irrigation, parce que ce que l'on voit, c'est qu'en général, la teneur en protéines a tendance plutôt à augmenter quand l'irrigation est à son optimum, notamment sur les dernières phases de cycle. Donc, j'allais dire à variété égale, oui, il y aura un effet site très important, mais qui retraduit en fait un effet disponibilité en eau, notamment, plus après différents facteurs limitants qui peuvent venir impacter la production. Une petite question de compréhension sur les cartes que tu as présentées. Oui. Sur la carte numéro 2, sur les tâches qui sont en noir. Alors, ici, en fait, là, on est sur des c'est vrai que je l'ai pas représenté. Là, on est sur des récoltes qui pourraient se faire, en fait, excusez-moi, avant le 15 septembre. Merci pour la précision. On demande également quels sont les risques maladies du soja dans des rotations avec de la févrole ou du pois.
Alors, les risques maladies, là, ils vont être beaucoup plus au niveau des maladies racinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des maladies racinaires. Donc là, je vais citer des maladies qui sont aussi très connues, j'allais dire, sur d'autres espèces, hein. Les pythiums, les fusariums, le sclérotinia aussi, qui a des formes de conservation dans le sol, là, qui sont communes, en fait, à plusieurs légumineuses. Donc, c'est-à-dire que à ce niveau-là, quand on a ces maladies, on sait qu'elles sont déjà présentes, qu'on les a déjà observées en fait sur les protéagineux. Le fait que l'on introduise un soja, c'est une culture haute, elle va pouvoir en fait développer la maladie. Et donc là, il faut y faire très attention. Et je me permets de glisser que cette réflexion est tout à fait valable pour protéagineux soja, que ce soit en culture pure ou en couvert. Après, par contre, sur les maladies aériennes, en dehors du sclérotinien, on est sur des maladies qui sont quand même un petit peu plus spécifiques des cultures, que ce soit févrole, pois ou soja. Alors, une dernière question peut-être. Quid du lupin? C'est une très bonne question que nous envisageons très sérieusement côté Terrinovia. Donc le lupin, c'est une culture en fait. J'allais dire la limitation majoritaire, ça va être que le lupin, si vous essayez de le cultiver sur un sol calcaire, donc qui présente, je crois que c'est une teneur en calcaire actif. Là, je l'ai pas en tête, mais elle est très faible. À partir du moment où vous atteignez ce seuil, en fait, le lupin ne pousse pas. Donc c'est sa contrainte majeure. Après, en bio, l'autre contrainte du lupin, peut-être que des producteurs ou même des opérateurs du Grand Ouest peuvent témoigner, c'est la maîtrise de l'enherbement qui peut être assez compliqué. Mais c'est vrai que quand on voit un soja dans différentes expérimentations du nord de la France, c'est aussi un problème, la maîtrise de l'enherbement. Mais voilà, donc c'est une culture voilà, qui présente cette contrainte majeure, c'est plutôt la teneur en calcaire actif. Alors, je me permets de rajouter une précision, Cécile, c'est qu'effectivement le calcaire actif, c'est un point extrêmement sensible du lupin, y compris dans les horizons profonds. C'est-à-dire que le lupin peut très bien avoir un développement normal, et lorsque les racines atteignent une zone avec du calcaire actif, ça stoppe sa croissance. Tout à fait. Merci Régis. Plus de questions? Oh, si, il y en a plein encore. Parce que j'ai entendu Régis dire que c'était la dernière question. Non, mais j'avais comprendre que tu parlais aussi de la dernière, juste avant. Mais j'ai dû... Non, on a encore un petit peu de temps, on a encore 3 minutes. Il y a une question sur le risque datura en soja. Alors, le risque datura, j'allais dire, après, ça dépend de ce que l'on entend derrière la question. Le datura est en effet une espèce problématique, hein, puisque c'est une espèce en fait qui produit des graines qui sont toxiques, que ce soit pour l'animal ou pour l'humain. Et le problème du datura, c'est qu'à partir du moment où en fait on écrase la graine, ça peut contaminer quand même un lot de la graine de soja dans la moissonneuse batteuse. Donc ce que l'on voit, donc on peut voir le datura, c'est une espèce en tout cas qu'on retrouve dans les productions du sud-ouest, et notamment on voit que le datura a tendance à progresser sur les départements du nord. Donc c'est une réelle problématique à avoir. Et j'avoue que dans les départements du sud-ouest, la solution qui a été trouvée, c'est sur l'interrang. La bineuse fonctionne pas mal si j'allais dire si on l'applique assez tôt, et sur le rang, c'est du désherbage manuel. On voit beaucoup de désherbage manuel sur les départements du sud-ouest. Une autre question? Oui, est-ce qu'il y a possibilité de faire soja sur soja, et quels sont les risques dans cette combinaison de cultures? Alors, la possibilité de faire soja sur soja, dans les enquêtes praticulturales qui ont été menées par Terrinovia on a des enquêtes qui remontent quand même jusqu'à 2011 en bio. On voit, quand on regarde les précédents qu'il y a avant le soja, notamment en irrigué, on retrouve beaucoup de soja. Le soja revient soit en précédent, soit pas l'année d'avant, mais l'année encore juste avant. Donc, on a quand même une pression qui est relativement forte du soja dans ces rotations irriguées. Et ces rotations irriguées, pour le moment, on va dire de manière très empirique, j'allais dire, elles tiennent le coup. Par contre, c'est une technicité au niveau notamment de la maîtrise des adventices qui est très très fine. Il n'y a pas vraiment de droit à l'erreur.
Et après, la question qui se pose, c'était au niveau des maladies, mais c'est vrai que sur ces parcelles irriguées, on sait qu'il y a des spots notamment de sclérotinia dans les régions du sud-ouest où là, il faut faire très attention et où donc cette stratégie-là n'est pas du tout envisageable. Mais sur les autres parcelles, pour le moment, en tout cas, ne nous reviennent pas on va dire, de problématiques écrasantes en termes de maladies ou de ravageurs, par exemple. Après, par contre, pour les départements en dehors du sud-ouest, on n'a pas de référence. Très bien. On va peut-être clôturer la session de questions. Je vois qu'il est déjà la demi. Donc, merci Cécile. Merci à Antoine. J'allais dire tous les intervenants, mais vous étiez que 2 cet après-midi. Je remercie également les personnes qui ont contribué aux présentations, même si elles n'étaient pas présentes. Hein. Donc, il y avait bien entendu Céline Chauwing, mais aussi Marianne Sanlaville, Mathieu Lebras, Aude Brion, Bertrand Roussel. Les équipes qui étaient à la modération, donc, qui ont fait un gros travail, qui ont nous fait remonter les questions. Je remercie également, même si on ne l'a pas vu directement, donc, Valérie Fouillet qui a contribué à créer ce Teams hein, pour cet événement de ce matin et de cet après-midi, et également les services de communication, donc Catherine Gigandon, Olivia Martel et Julie Carrière, et puis d'autres si je les oublie. Voilà, pensez à répondre au questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. Pour nous, c'est assez important. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à bientôt autour d'autres événements autour de la bio.